Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être toujours présents tous les dimanches à ce rendez-vous sur l'émission Entretien. Et c'est avec E-Télé. Merci à vous tous qui nous suivez sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Instructeur politique au Centre national d'éducation révolutionnaire, membre du Parti de la Révolution populaire du Bénin, PRPB, ancien directeur général adjoint de l'Office de radio-télévision du Bénin, adjoint au chef du département du comité central du Parti de la Révolution populaire du Bénin, chargé de l'idéologie, de la propagande, de l'enseignement et de la culture. Mais avant tout ceci, il est enseignant de formation, il est enseignant des mathématiques et des sciences, originaire de Sé, commune de Hueyabé. Et là, nous sommes dans la commune, dans le département, nous sommes dans le département du Mono. Et celui que nous venons de présenter brièvement est Kodjo Pierre Tchéoutien, un septuagénaire qui a accepté donc nous entretenir ce dimanche sur l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur les temps forts de la Révolution jusqu'à la conférence nationale des forces vives de la nation et pourquoi pas jusqu'aujourd'hui. Et donc une démarche de rappel de l'histoire des temps forts qui ont marqué le Bénin. E-Télé vous propose donc de se passer boussole, nous allons dire. Merci de rester toujours avec nous pour vous ressourcer et pour faire vos analyses personnelles. Monsieur Kodjo Pierre Tchéoutien, bonjour. Bonjour, monsieur Onsa. Merci d'accepter notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Monsieur Tchéoutien, toujours en forme, septuagénaire, mais toujours en forme. Enfin, vraiment, ça fait c'est plaisir. une grâce de Dieu. Ah oui? Mais comme je répondais à un ami docteur qui m'a demandé comment ça va, j'ai dit, sauf avis contraire du docteur, tout va bien. Oui. On ne sait pas ce que l'apparence cache. Bien. Alors, monsieur Kodjo Pierre Tchéoutien, 30 ans après, comment voyez-vous tout ceci? C'est-à-dire, depuis, disons, 75-80, vous êtes resté au sein du parti du PRPB, de façon très brève, avant qu'on ne rentre dans les détails, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Bon, je continue de me sentir comme un Béninois, fier de son pays, qui souhaite toujours que notre pays aille de l'avant. Notre histoire n'est pas une histoire simple. Elle est marquée de haut et de bas. Bien sûr. L'essentiel, c'est que chaque fois, nous sachions raison garder pour préserver l'unité nationale, nous en tenir à l'essentiel, résoudre nos contradictions internes de façon apaisée pour que les forces extérieures ne s'infiltrent en nos seins pour nous désorganiser. Très bien. Merci à vous, monsieur Tchéoutien. Nous y reviendrons en tout cas. Alors, souvenir des années, des événements, je dirais, qui ont marqué la chute du régime du PRPB. Vous étiez quand même au cœur de tout ceci, monsieur Tchéoutien. Pourquoi est-ce que cette idéologie du marxisme-léninisme n'avait pas marché? C'était mal inspiré, mal organisé, mal structuré, mal exécuté. Qu'est-ce qui n'a véritablement pas marché? Bon, l'idéologie marxiste-léniniste. Pourquoi son adoption par la révolution béninoise le 30 novembre 1974? Pour répondre à une telle question, il faut se poser d'autres questions. Quel était le caractère de l'époque où se développait la révolution béninoise? Le caractère de l'époque. Les conditions intérieures du déclenchement de la révolution, ce que les forces sociales engagées dans la révolution souhaitaient et voulaient. C'est cet ensemble de questions qui peut expliquer pourquoi on a choisi telle idéologie ou telle autre. Le caractère de l'époque, en réalité, ce qui reste ma conviction, c'est que l'histoire de l'humanité a connu plusieurs étapes. Et ces différentes étapes ont été marquées
par des modes de production spécifiques. En bref, il fut un moment, et nous rêvons toujours de ce moment, où les hommes vivaient en communauté apaisée, sans inégalité sociale. En gros, dans l'histoire, nous qui avons flirté un tant soit peu avec la littérature martienne, nous disons c'est l'époque de la communauté primitive. L'époque de la communauté primitive. Très bien. Primitive, où les hommes vivaient en communauté, travaillaient ensemble, essayaient de disposer des produits du travail sans que les uns n'exploitent le travail des autres. Mais cette époque-là, qui est la première de toutes les sociétés, que ce soit les sociétés africaines ou européennes et autres, et nous autres en Afrique, nous gardons encore des séquelles de cette période-là, à travers la survivance de nos clans, de nos tribus, des ethnies et autres. Bon, mais cette époque a fait place à une autre qui a été l'époque de la société esclavagiste. Et puis, l'époque de la société féodale, l'époque de la société capitaliste. D'accord. Le capitalisme est né en Europe. Nous, pays africains, nous avons été victimes de sa genèse, du processus d'accumulation primitive du capital pour le développement de l'Europe et du continent américain. Bon. Non. Maintenant, la période où la révolution béninoise s'est déclenchée n'était plus celle où l'humanité passait du féodalisme au capitalisme, mais plutôt celle où le monde, l'humanité aspirait à l'avènement d'une société post-capitaliste. D'accord. Une nouvelle société, bon, on a appelé ça la société socialiste, dont le développement plein devait aboutir au communisme. Ça, c'est ce qui a structuré ma tête, c'est ce qui reste ma conviction, malgré les zigzags de l'histoire. D'accord. Donc, cette période-là, en réalité, a connu des moments importants. La révolution d'octobre 1917 en Russie. La révolution d'octobre 1917 qui a ouvert une brèche dans le système capitaliste et a suscité un mouvement en avant, des mouvements ouvriers en Europe, en Amérique, un peu partout, et dans les pays colonisés, semi-dépendants, le mouvement de libération nationale. La lutte pour l'indépendance. Bon, donc, c'était cette période-là. Oui. Donc, notre période, oui. Celle qu'on peut situer à partir de 1917, 1945 et autres là, était la période du passage du capitalisme au socialisme et de la libération des peuples soumis à la domination impérialiste. Donc, nos choix ne pouvaient pas ne pas tenir compte de ce caractère de l'époque. Très bien. Ensuite, pour ce qui concerne notre pays, notre sous-région africaine, nous devons tenir compte des conditions historiques, les conditions historiques internes qui peuvent se résumer ainsi: sous l'influence du développement de la situation dans le monde, l'aspiration à l'indépendance nationale. Nous sommes parvenus à l'indépendance nationale en août 1960. Mais de 1960 à 1972, notre pays, la vie politique de notre pays a été marquée
d'une part, par les luttes des mouvements de jeunes, des syndicats, des couches populaires, pour un approfondissement de l'indépendance, parce qu'en réalité, nous disions, notre pays n'avait pas acquis la pleine indépendance. Nous étions dans un système néocolonial. C'est-à-dire un nouveau système où, même après l'acquisition de l'indépendance, l'hymne national, la reconnaissance internationale, un drapeau national, etc., nous restions par des chaînes multiples sous la domination étrangère, notamment française. Bon. Donc, le 26 octobre 1972 a été un point important, une rupture avec le système néocolonial et l'amorce d'un mouvement national pour un mouvement national d'indépendance nouvelle qui voudrait rompre avec le cordon ombilical qui nous liait à la France, créer les conditions internes d'une prise de conscience des couches fondamentales de notre pays, de leur unité de pensée et d'action pour que notre pays devienne un pays véritablement indépendant, doté d'une économie nationale autocentrée, prospère, moderne et prospère. Alors, autocentré, moderne moderne et prospère. Lorsqu'on se trouve qu'est-ce qui n'a pas marché, monsieur Tchien, jusque-là, parce qu'on a vu, voilà, pour qu'on gagne du temps de façon très ramassée, qu'est-ce qui n'a véritablement pas marché? Parce que, est-ce que c'était mal inspiré, mal exécuté? Bon, on ne peut pas dire que c'était mal inspiré. C'était bien conçu. Mais la traduction de la pensée en action peut connaître beaucoup de difficultés. En réalité, même lorsque le plan de développement d'un pays est bien conçu, il y a toujours des difficultés dans la mise en œuvre. Il y a des moments de crise, vous revenez, vous réajustez, ainsi de suite, pour aboutir à la transformation réelle de la réalité que vous avez ambitionné de changer. Bon, donc, effectivement, qu'est-ce qui n'a pas marqué? La révolution a pris en charge les secteurs vitaux de l'économie nationale. Il faut, après cette prise en charge, il ne suffit pas seulement de jouir des acquis des sociétés nationalisées et autres. Il faut effectivement développer ces sociétés, les rendre rentables. Que notre budget, qui était essentiellement fiscal, puisse reposer sur les réalisations des sociétés prises en charge. Donc, la création d'un surplus pour donner à l'État les moyens de résoudre les problèmes sociaux, de développer plus avant l'appareil économique. Sur ce plan-là, on n'a pas connu de succès, malgré les acquis qu'on peut considérer comme importants. La gestion a souffert. La gestion a souffert, ce qui a conduit à une crise économique. Et la banqueroute, le recours au programme d'ajustement structurel, au FMI, la Banque mondiale et tout ça. Bon, leur programme n'est pas de soutenir une économie socialiste. Lorsqu'on recourt à eux, il y a les conditionnalités sur plusieurs plans. Et ça fait une marche en arrière par rapport à nos visions, nos objectifs de développement socialiste, notre plan, le plan triennal, le plan quinquennal qu'on a élaboré. On a été obligé de faire des marches arrière. Et là, les conditionnalités ont imposé aussi des mesures antisociales importantes. Aucun peuple ne vit d'idéologie. Le peuple ne peut vous suivre que lorsque les conditions sont créées pour la satisfaction de ses besoins fondamentaux. Donc,
les difficultés rencontrées, les mesures antisociales imposées par le recours au programme d'ajustement structurel, les compressions, les restrictions, les blocages de recrutement dans la fonction publique, etc. Parce que la dernière vague était de 1986. Bon, tout cela a favorisé, disons, une désaliénation de la population par rapport à sa direction politique. Et la crise économique s'est prolongée par une crise sociale qui a conduit au choix de la conférence nationale comme voie de sortie de crise. Très bien. Monsieur Thiongé, est-ce que pendant tout ce temps, c'est-à-dire qu'on a trouvé que le seul recours, c'était d'aller vers les institutions financières internationales. Est-ce que, malgré cette crise, malgré ces contraintes, il y avait des résistances au sein du parti, du PRPB dans le temps? C'est-à-dire des gens qui ne voulaient pas, qui résistaient malgré tout. Est-ce qu'il y en avait au sein du parti dans le temps ou dans le giron résistance pour aller, par exemple, au programme d'ajustement structurel? Pour ne pas y aller, y avait-il ces résistances? Non, ça ne pouvait pas être réaliste. D'accord. Ça ne pouvait pas être réaliste parce que quand on est au pied du mur, on cherche une solution qui permette de rebondir. Dans le parti, il n'y avait pas. À la direction, il y avait du parti. Une fois qu'on s'est rendu compte, moi je n'étais pas de la direction au haut niveau, mais j'étais au Centre national d'éducation révolutionnaire, donc un centre qui diffuse dans la population les préoccupations de la direction, explique, rencontre des réalisations, les acquis, pour contribuer à la mobilisation des forces pour aller de l'avant. Bon, donc, le parti a organisé des séances d'explication, des raisons pour lesquelles on devait aller au programme d'ajustement structurel, à tous les niveaux. Il y a eu des explications de ces gens. Donc, ce n'est pas seulement au sein des membres du parti, mais aussi des membres des organisations de masse, les travailleurs dans les unités de production, etc. Donc, on était préparé à faire le pas du recours au programme d'ajustement structurel. Très bien. Bon. Maintenant, quand les conséquences ont commencé à se manifester, ont commencé à peser sur les populations et qu'une crise sociale s'est installée allant vers une crise politique, le parti a compris aussi qu'il faut faire tempo et associer toutes les forces vives de la nation à la recherche de solutions à la crise qui s'est installée. Très bien. De là, la conférence des forces vives de la nation. Très bien. Alors, M. Thiongé, il y a eu la sortie de maître Robert Dossou et du professeur René Awansou. Rappelez-nous, ces deux sorties, c'était pourquoi? Quel était l'objectif? Bon, je ne peux pas reproduire de mémoire quelle était leur déclaration. Mais le professeur Robert Dossou était à l'Assemblée nationale révolutionnaire, si je ne me trompe. Dans tous les cas, pendant toute la période, il a été un des conseillers du régime, un de ses avocats, lorsqu'on a des difficultés avec Thiès à l'extérieur. Bon. Mais il n'était pas membre du Parti de la Révolution populaire du Bénin. Le professeur Awansou, professeur à l'UNB, leur idée allait dans le sens de la nécessité pour le parti de convoquer un forum plus grand pour l'étude des problèmes du pays. Bon, je ne peux plus redire exactement dans leur déclaration telle phrase ou telle ont été proposées, mais je crois que cela traduisait l'ambiance du moment. Le PRPB seul ne peut plus diriger le pays. Il faut
un dialogue national plus large. Très bien. Et dans ce contexte, la lettre pastorale de la conférence épiscopale du Bénin pour l'an de grâce 1989 a été un document important aussi. Ce document qui faisait une critique en règle de la situation, de notre comportement, de notre mentalité, ne s'adressait pas seulement au Parti de la Révolution populaire du Bénin. Ça concernait tous les Béninois, mais le Parti de la Révolution populaire du Bénin en a tiré son profil. Voilà. Et au département d'idéologie, où on a été amené à étudier cette lettre, on a fait ressortir, premièrement, l'Église est une autorité morale de notre pays, remarquable par ses œuvres sociales sur différents points. Elle mobilise une partie importante des Béninois qui, comme tous les autres, membres du parti ou pas, ont les mêmes droits de citoyens à se prononcer sur les problèmes du pays. Bon, même si nous recevons durement les critiques formulées, on doit en tenir compte. Et le président de la République a ordonné la réédition de cette lettre pastorale sous une couverture rouge marquée du drapeau de la République populaire du Bénin pour son étude au sein des membres du parti, dans toutes les structures du parti. D'accord. Cette étude a été faite. Ça veut dire que c'est une préparation psychologique. Déjà. Une préparation à accepter les changements indispensables qui s'annonçaient. Très bien. Voilà. Et déjà, ça a été certainement la suite des événements, puisque les 6 et les 7 décembre 1989, l'ancien ministre d'État Pierre Ocho, que nous saluons d'ici en direct sur ce plateau, a fait une déclaration officielle qui annonçait la dissolution pratiquement du parti de la Révolution populaire du Bénin, M. Tiongtien. C'était dans quelle euphorie? C'était suite à quoi? Et ça prévoyait quoi? Ok. Bon, non, la déclaration du 6 décembre 1989 ne postulait pas la dissolution du Parti de la Révolution populaire du Bénin. C'était une déclaration de la rencontre conjointe des structures dirigeantes du pays, à savoir le comité central du Parti de la Révolution populaire du Bénin, le comité permanent de l'Assemblée nationale révolutionnaire et du Conseil exécutif national qui était en ce moment le gouvernement du pays. Donc ce sont ces 3 structures dirigeantes qui ont tenu une réunion dont l'essentiel se ramenait à ceci: la nécessité de la convocation d'une conférence nationale, la séparation du parti et de l'État, et le fait que l'idéologie marxiste n'était plus l'idéologie de l'État. Donc voilà les 3 grands axes du contenu de cette déclaration-là. Donc c'était une grande ouverture pour que les Béninois de toutes les sensibilités, de toutes les confessions, de toutes les confessions et allégeances idéologiques, religieuses, etc., se retrouvent pour parler du pays, rechercher les voies de sortie de la crise. Donc c'était ça. Alors, et puis, suite à tout ceci, le président de la République d'alors, le général Mathieu Kérékou, un soir a décidé de sortir de son palais, de son palais de Figaro, et après la direction
Akpakpa, direction Place Lénine. Okay. On se souvient que c'est vrai qu'il y avait une grande tension déjà dans le pays. Surtout à Cotonou. Et pourquoi cette sortie inopinée? Bon, le général Mathieu Kérékou a quelque chose de surprenant et de spécifique. Lorsque le pays est en ébullition, ce n'est pas l'homme à se cacher quelque part. Je me souviens qu'il y eut en 1975 une crise et des manifestations à la bout du travail. Dans ces moments-là, il est sorti. Il est sorti, je ne sais pas s'il voulait dialoguer directement avec les travailleurs qui étaient en ébullition, mais il est sorti quand même. La sortie vers la place Lénine, à mon avis, relève de cette même volonté. Ce n'est pas pour narguer le peuple, mais une volonté d'aller peut-être constater, parce que déjà, quelques jours avant, il y avait la chute de la statue de Lénine. La statue était carrément, c'est-à-dire tombée parce que c'était bâché. C'était bâché, mais les manifestants avaient complètement descendu déjà la statue. Est-ce que c'était pour aller constater l'effectivité de ces mouvements, voir qu'effectivement le peuple en a marre et que désormais, c'était qu'on n'en voulait plus de cette idéologie? Oui, oui. On ne voulait plus, non pas de cette idéologie, mais de la situation qui s'est installée. La situation de cessation de paiement des salaires, comment appelle-t-on, de cessation de recrutement dans la fonction publique, ainsi de suite. C'était bon, bien sûr, l'idéologie qui a organisé la direction du pays jusque-là était nécessairement indexée, mais ce n'était pas un mot d'ordre comme « abat le marxisme-léninisme ». Non, mais c'était une expression de ras-le-bol. La situation va mal, on ne veut plus continuer à vivre comme ça. Ne pensez-vous pas que c'était quand même osé, cette sortie du général Mathieu Kérékou dans le temps, jusqu'à Akpakpa, le cortège n'était pas du tout informé. En tout cas, le dispositif, le protocole n'était pas informé. Direction, c'est-à-dire Place Lénine, Akpakpa. Est-ce que ce n'était pas osé, puisqu'il est sorti de sa voiture, il a fait les marches, il est monté vers le podium, et tout ceci, M. Théontien, est-ce que ce n'était pas osé, ce n'était pas très risqué? Bon, si j'étais à sa place ou bien un conseiller proche chargé de la sécurité, j'aurais peut-être déconseillé cela. Mais bon, c'est l'homme. C'est l'homme, c'est propre à lui. C'est propre à lui, bon, mais cette sortie l'a peut-être convaincu davantage de la nécessité du changement. Du changement. Puisque là, à la place de Lénine, il y avait eu quand même quelques slogans hostiles, donc au régime, pas à l'homme en tant que tel, mais au régime, et puis quelques jets de pierre là, jusqu'au niveau du carrefour, un peu avant le carrefour Sacré-Cœur. Il est rentré dans sa voiture, direction Saint-Michel. Mais déjà, sur le pont, il s'est arrêté. Là aussi, il y a eu quelques jets de pierre. Alors, dites-nous pourquoi le général a choisi s'arrêter devant l'église Saint-Michel de Cotonou. Vraiment, il m'est incapable de me mettre à sa place et d'expliquer. Je n'étais pas dans les rues, mais ce qui m'est revenu, c'est que lorsque il est confronté à ces jets de pierre, au slogan hostile, et que la garde en effervescence... Vous voulez réagir? Ne tirez pas, les gens ont faim. Ne tirez pas, les gens ont faim. C'est lui qui a préféré
se retirer à l'église. Est-ce que c'est en comptant que les manifestants n'auront pas l'audace de franchir les portes de l'église et de saccager l'église? Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Est-ce que c'est pour recueillir de l'inspiration de ce lieu sacré? La statue de la Vierge Marie, parce qu'il Je ne peux pas le dire. D'accord. Je ne peux pas le dire, mais tout ça là sont des traits propres au général Mathieu Kérékou. Et voilà, il était donc pendant tout ce temps entouré du général Pancras Bratier, qui était le ministre de l'Intérieur, que nous saluons aussi, que nous saluons. Nous aurons la chance de le recevoir ici, de l'écouter aussi, pourquoi pas. Ce sont donc ces anciens, ceux qui étaient au cœur de l'appareil, qui pourraient aussi nous raconter un peu l'histoire. Et donc, après l'église Saint-Michel, où il y a eu des jeux de pierre, où il a interdit à sa garde républicaine de réagir, il est reparti. C'est ça. Donc on pensait que c'était une manière de venir se confesser. Bon, c'est possible. C'est possible. Chaque Béninois, chaque personnalité a ses propres rapports avec l'au-delà et avec Dieu. Ce n'est pas parce que nous avons proclamé le marxisme-léninisme comme guide idéologique, ce n'est pas une guerre contre Dieu. On n'a pas déclenché la guerre à Dieu. Chacun, le parti était ouvert à tous les Béninois, quelle que soit leur confession religieuse, sauf quelques sectes. Donc, on n'était pas indexé parce qu'on est baptisé, on est chrétien. On va à l'église, on fait sa communion. On n'était pas indexé parce qu'on est musulman, on va à la mosquée. Dans ce qu'on a choisi du marxisme, c'est la voie qui nous permet d'étudier, de comprendre nos réalités socio-politiques et de trouver une voie pour aller de l'avant. De tout ce qui se passait, il y avait un parti qui était dans l'ombre, qui actionnait tous les verrous, les leviers, le mouvement et tout, M. Tchonche. Oui, bien sûr. Bon, je sais que ces mouvements étaient surtout encadrés par le Parti communiste du Bénin. Le Parti communiste du Bénin est aussi une composante du mouvement démocratique révolutionnaire béninois. Le mouvement démocratique révolutionnaire béninois. C'est-à-dire cette génération de nos professeurs, de nous autres, qui n'était pas la génération de ceux qui ont conduit notre pays à l'indépendance néocoloniale, qui aspirions à plus d'indépendance. Bon, maintenant, donc je dis, c'est ça que j'appelle le mouvement démocratique révolutionnaire béninois, ou la démocratie révolutionnaire béninoise. Voilà les composantes. D'accord. Bon, mais ça ne veut pas dire que toutes les composantes voyaient de la même façon ce qu'il fallait faire, comment il faut faire. Okay. Donc, il s'est trouvé que, donc, de la démocratie révolutionnaire béninoise, certaines composantes n'étaient pas dans le PRPB. Certaines composantes n'ont pas accepté d'entrer dans le PRPB et de militer sous sa direction. Bon. Il se trouve que cette période de crise était une aggravation des divergences du mouvement démocratique révolutionnaire béninois. Bon, donc, je peux dire, cette période-là, c'était cette composante-là qui était à l'avant-garde du mouvement de contestation de l'expérience du PRPB. Très bien, M. Kodjo-Pierre Tchonche. Et voilà, donc la conférence nationale a été organisée, lancée. Alors, au soir des débats, comment est-ce que ça s'interprétait autour, au sein? Bon, d'ailleurs, le parti a été
le PAPB n'existait plus. Non, le PAPB n'était pas dissous. Le PAPB n'était pas dissous. Non, le PAPB n'était pas dissous. Ce qui veut dire que les barons se retrouvaient peut-être tous les soirs autour du général pour interpréter, analyser les différentes discussions qu'il y a eu dans la salle à l'hôtel PLM à Lédio. Comment est-ce que cela le décryptage, le briefing, je dirais, de ces discussions de la journée, comment est-ce que ça se faisait au sein du parti? Ok. Non. Le PAPB était délégué à la conférence. Le PAPB avait 7 délégués à la conférence, comme les autres sensibilités et comme les... Bon. Donc, à ma connaissance, il n'y avait pas, en dehors de la conférence, une réunion à part du PAPB. Le général Kékou n'écoutait plus personne, c'est-à-dire... Non, ce n'est pas qu'il n'écoutait pas. Il avait avait le mandat de conduire la conférence au succès. Donc, il n'était pas nécessaire qu'après cela, il y ait encore... En tout cas, il n'y avait pas de réunion du comité central parallèlement à la conférence. Peut-être les proches des proches qui analysaient avec lui. Sans doute, sans doute, mais je vois essentiellement son rôle principal, la médiation de Monseigneur de Souza, et un de nos camarades qui était vraiment proche de lui, Ocho Pierre. Mais je ne pense pas que après une journée de la conférence, il y avait une concertation parallèle du PAPB à part avec le... Non. Le président Kékou avait plein mandat pour conduire la conférence au succès avec la participation de tous les détachements réunis. Voilà, mais pourquoi est-ce que au cours de la conférence, je dirais, Monseigneur Isidore de Souza a effectué plusieurs descentes presque personnelles chez le général Mathieu Kérékou pour échanger avec lui? Est-ce qu'il sentait que la souveraineté de cette conférence était mise en jeu et que Kérékou aussi peut-être voulait une certaine garantie, une certaine assurance par rapport à tout ce qui serait décidé? Bon, je crois que en venant à la conférence, ou en convoquant la conférence, le président Kérékou ne voulait pas en faire, comment appelle-t-on, une circonstance de coup d'État. Il voulait la recherche de solutions consensuelles à la crise nationale. Bon, mais c'est clair que toutes les sensibilités arrivées n'avaient pas le même agenda. Bien sûr. Bon, et c'est normal. Bon, dans ces conditions-là, il est normal que lui, il tienne à ses objectifs visés. Nous cherchons des solutions aux problèmes. Nous procédons à une large ouverture pour que les différentes composantes de la nation associées à la définition des nouvelles lignes et à leur mise en œuvre. Bon, ben, d'autres diront, ils ont eu le monopole de l'erreur, nous n'allons pas leur laisser le monopole de la réparation de l'erreur. Ça veut dire que d'autres sont venus avec, pour objectif, une revanche historique. Ceux qui nous ont pris la direction du pays pendant près de 17 ans, il faut qu'ils s'en aillent. Et que les objectifs que nous avons visés en faisant débarquer les mercenaires le 16 janvier 1970, nous puissions les réaliser. Il y avait aussi des gens qui avaient ce projet-là, qui ont pu se retrouver avec d'autres à Versailles, à la table ronde de Versailles, avant de revenir au pays. Je ne dis pas que tous ceux qui étaient à Versailles étaient dans ce schéma, mais certains
parmi eux avaient pour objectif de prendre une revanche historique au lieu de la recherche d'un consensus national pour un nouveau départ. Très bien. Bon, dans ce cas-là, Oui. il est bien entendu que le président Kérékou soit sur ses gardes et que le rôle de conciliateur de Monseigneur de Souza, qui allait de la salle de conférence vers lui, ait permis d'arrondir les angles et d'aboutir à l'acceptation par le président de la souveraineté de la conférence et au caractère exécutoire des décisions de la conférence. Voilà ce que... Alors, il y a au moment où le Monseigneur de Souza remettait en tout cas les résolutions issues de cette conférence au général Mathieu Kérékou, il avait prononcé cette phrase quand même: « Vous avez posé un acte qui est juste et qui est historique et dont le Bénin vous sera toujours gré longtemps. » Monseigneur avait prononcé cette phrase. Ok. N'est-ce pas ce que nous vivons aujourd'hui? Nous aurons le temps d'en parler plus amplement. Okay. Alors, cette conférence a donné lieu c'est-à-dire à l'adoption d'une constitution le 11 décembre 1990. Okay. Alors, 11 décembre 1990, ce qui veut dire que le parti populaire n'avait plus la direction du pays. N'avait plus la direction du pays. Non. Selon vous, M. Girontier, vous avez longtemps enseigné l'idéologie, la propagande, et donc l'idéologie d'un pays. Oui. N'est-ce pas là un coup d'État, un coup de force, sans bruit, sans effusion du sang? Parce qu'on est passé d'une période à une autre, quand bien même il y avait un consensus, c'est-à-dire une unanimité, d'en finir avec le passé et d'amorcer autre chose. Autre chose. Bon, moi je ne vais pas utiliser le terme coup d'État. Et parce que, en réalité, toutes les sensibilités réunies au sein de la conférence ont accepté de franchir le pas. Donc, même si nous passons d'anciennes options à de nouvelles options, unanimement, on a accepté que c'était nécessaire pour sauvegarder l'unité du pays. Bon, là, il ne s'agit pas d'un coup d'État. On peut dire une révolution pacifique. Une révolution pacifique. Un changement qui s'est imposé sans effusion de sang. Ça, c'est une révolution pacifique. Le coup d'État aurait été plutôt le renversement violent d'un groupe par un autre. Ce n'était pas le cas. Non, c'est le passage au renouveau démocratique. C'est comme ça que nous avons appelé la période qui vient après la conférence. Était un mouvement national pour mettre en sourdine certaines orientations et voir l'avenir du pays d'une autre manière. Et nous y sommes jusqu'à présent. Alors, la constitution du 11 décembre 1990, telle que rédigée, certains ont pensé que, puisque la dissolution, c'est-à-dire l'intention qui animait les uns les autres en venant à cette conférence, n'a véritablement pas marché de façon ouverte. Ça s'est traduit dans l'élaboration de cette constitution du 11 décembre 1990. Partagez-vous cet avis? Est-ce que ça a été fait? Autrement dit, si je dois reposer ma question, est-ce que ça a été rédigé pour régler certaines situations de l'heure? Bon, c'est sûr que ça a résolu certaines situations de l'heure, puisque ça nous a permis d'apaiser les tensions politiques et les tensions sociales et permis d'aller à une autre époque avec de nouvelles orientations. Exemple, la conférence a mis en place
un gouvernement provisoire, a élu un premier ministre, tout en laissant au président Kérékou la charge du président de la République. De la République. A désigné un premier ministre et mis en place le haut commissariat de la République. C'est bien ça qu'on l'appelle. Le Haut Conseil de la République. Le Haut Conseil de la République, Oui. qui, pendant cette phase transitoire, faisait fonction de parlement. Aussi bien de constituante que de législative, en attendant. Puis c'est le Haut Conseil de la République qui a élaboré le projet de constitution du 11 décembre 1990, a organisé le référendum pour son adoption. Bon. Donc, ça, c'est le rôle joué par les institutions transitoires ont permis d'aller de l'ancienne situation à la nouvelle situation qui est que nous appelons le renouveau démocratique. Bon. Les options, le multipartisme intégral, le libéralisme économique, le régime présidentiel, bon, en grande ligne, Oui. avec des limitations d'âge pour accéder à la magistrature suprême, limitation de mandat. Bon, ce sont des précautions qui ont été matérialisées dans la Constitution en tenant compte de l'histoire de notre pays. Très bien. Et de la volonté de la nation de faire autre chose, d'aller en tout cas dans d'autres directions. Oui. Je trouve que c'est positif que nous ayons pu régler nos problèmes nationaux en ce moment-là, avec les crises, sans que le pays ne soit à feu et à sang. En parlant même de conférence nationale, aujourd'hui, nous pouvons revendiquer cela comme un label du peuple béninois en Afrique. Plusieurs pays ont tenté l'organisation après le Bénin. Mais en réalité, la conférence nationale a eu des antécédents. Notre jeunesse scolaire et estudiantine, abreuvée de l'histoire de France, se réfère souvent aux États généraux de la Révolution française de 1789. Et on se plaisait à répéter cette phrase de Lafayette: nous sommes ici par la volonté du peuple, nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Cela nous électrisait, on s'agitait, ah, voilà un peuple mobilisé. Dans notre propre histoire, oui. Lorsque le général Soglo est revenu au pouvoir en 1966, il a organisé une consultation des notables, des chefs traditionnels, et cela a donné la mise en place d'un comité de rénovation nationale qui devait accompagner son gouvernement militaire de 66 à 67. Lorsque, en 1970, le directoire militaire a organisé des élections départementalisées qui ont failli tourner mal et remettre le pays en affrontement région contre région, l'organisation de jeunesse à laquelle j'ai appartenu, la Ligue nationale de la jeunesse patriotique, a préconisé, au lieu des élections précipitées, mal préparées, la tenue d'une conférence politique du peuple. Et là, ça c'est d'une conférence politique du peuple. C'était en 70.
peu après, les travailleurs ont préconisé, bon, bien entendu, ça n'a pas été accepté, ça n'a pas été organisé, mais peu après, les travailleurs, après la chute du président Zissou, ont encore proposé l'organisation d'une table ronde nationale pour parler des problèmes du pays. Et bon. Enfin, après la prise du pouvoir par le GMR le 26 octobre 1972, dès le 31 octobre, dans une lettre ouverte de la LNJP au GMR, la proposition de la convocation d'une conférence politique du peuple a été réitérée. Bon. Ensuite, si ça n'a pas été pris sous cette forme, le GMR a convoqué cependant un séminaire comment appelle-t-on, d'inventaire des ressources de l'État, oui, cherchant à définir un nouveau programme pour son gouvernement. Au sein de ce séminaire, les forces démocratiques, les syndicats, les jeunes, les organisations de jeunes, qui se sont séparés de ceux qu'ils considéraient comme les tenants de l'ancienne politique, ont été installés par le général Kérékou en commission nationale spéciale. Et l'essentiel du discours programme du 30 novembre 1972, 30 novembre 1972, le discours programme a été le produit de ce séminaire spécial, national spécial des forces vives de la nation. C'est dire que le recours ou bien la volonté de recourir à une consultation large du peuple se répète dans notre vie politique. Donc, la conférence nationale de 1990 était une forme plus perfectionnée de cette volonté de concertation nationale. Ce n'est pas par hasard que, depuis les 30 ans, on entend toujours des gens qui veulent qu'on convoque une conférence nationale, une table ronde nationale, un forum national, etc. Moi, je suis même incliné à penser qu'il serait nécessaire de constitutionnaliser cette forme de rencontre nationale qui interviendrait, est-ce que c'est tous les 20 ans? Est-ce que c'est tous les 10 ans? Pour faire le point au moment du passage d'une génération à une autre, pour faire le point et définir de nouvelles bases pour aller de l'avant. C'est-à-dire que cela est un besoin qui s'exprime de façon récurrente au sein de notre population. Très bien. Évidemment, la crainte pour ceux qui, à un moment donné, sont au pouvoir, c'est qu'on convoque une telle assemblée qu'elle vienne se déclarer souveraine avec des décisions. Des décisions exécutoires et tout. Mais comment trouver la formule pour que personne ne soit gêné par de telles assises? Nous allons revenir dans tous les cas avant la fin de cette émission, M. Djongien. Alors, tout ce que vous venez de nous dire, alors, 30 ans après, tout ceci, la conférence, presque 30 ans après, la conférence, la constitution du 11 décembre 90, aujourd'hui, quel regard portez-vous sur ça? Est-ce que, de façon claire, est-ce que cette constitution méritait d'être retouchée, selon vous? Ok. Retoucher la constitution. Il n'y a aucun test définitif qui soit intouchable. Parce que la vie évolue.
des problèmes nouveaux se posent. Et la Constitution américaine, qui est la base de la démocratie, a touché plus de 300 amendements, non? Déjà, en tout cas, oui. Bon, c'est-à-dire on ne peut pas considérer notre Constitution comme une Bible dont on ne peut pas modifier une phrase. Bon, maintenant, la question c'est dans quelles conditions nous procédons à cette modification? C'est la question fondamentale. Comment faire pour que l'essentiel des forces politiques et des sensibilités politiques de la nation adhèrent à participent à cette modification, s'y reconnaissent et l'acceptent comme loi fondamentale du pays. C'est la question fondamentale. Mais on ne peut pas dire qu'on ne peut pas toucher, ce n'est pas possible. La Constitution de 90, du 11 décembre 90, a prévu en elle-même les mécanismes pour toucher de sa modification, pour apporter... Voilà. Alors, est-ce que aujourd'hui, il faut dire, depuis le 1er novembre, sinon le 7 décembre dernier, c'est-à-dire 2019, le Bénin a une nouvelle monture de sa constitution. Il y a eu des avancées, il y a eu en tout cas quelques améliorations, mais les fondamentaux, comme l'a dit le président Patrice Talon, n'ont pas été touchés parce qu'il a dit, il a été clair, les fondamentaux de cette constitution ne doivent pas être touchés, sinon il n'allait pas promulguer. Et là, nous avons désormais donc une nouvelle monture. Monsieur Tcheondje, vous qui avez eu la chance d'enseigner l'idéologie, de voir tout ceci depuis, disons, presque 40 ans jusqu'à là d'aujourd'hui, que diriez-vous? Quelle analyse faites-vous de cette constitution qui vient de naître? La constitution... révisée. C'est comme ça qu'on peut la constitution révisée, oui. La constitution révisée. Je n'ai pas encore eu la chance d'en avoir le test et d'en faire une étude analytique. Bon. Mais je m'en tiens à ce que vous venez de rappeler, les fondamentaux. Le principe du multipartisme. C'est un peu multipartisme intégral. Il y a un encadrement du système de partis politiques. Le libéralisme économique. Oui. La question du parrainage. Ah, ça c'est nouveau. Oui, ça c'est bien, ça c'est la nouveauté. Le parrainage pour les candidats, les élections générales. Les élections générales. Oui, par exemple. Et puis, il faut dire... Un quota pour les femmes. Pour les femmes, absolument. Et le poste de la vice-présidente. Voilà. Bon. Le parrainage. En réalité, la constitution révisée aurait pu être unanimement acceptée comme le fut la constitution du 11 décembre 1990. Oui, il faut rappeler que cette modification est intervenue après un dialogue politique qu'on a organisé et des partis politiques qui sont reconnus officiellement ont participé à ce dialogue et mouvanciers et opposants, tout le monde, il y a eu des recommandations et il y a eu des recommandations en tout cas, des décisions qui ont été prises, des experts qui ont travaillé, ont produit des documents et c'est ça qui a donné lieu à ces modifications, à cette modification intervenue. Voilà. Puis tout est parti du dialogue politique. Très bien. La différence de situation avec la conférence de 90, c'est qu'en 90, ce n'était pas seulement les partis politiques reconnus. Il y avait le PRPB, les confessions religieuses, la société civile, toutes les sensibilités nationales. Bon. Ici, lorsque on a dit c'est les partis politiques reconnus et que les conditions... Parce qu'il y avait une crise.
Il y avait une crise. Oui. Les conditions pour être reconnues ont éliminé certains partis déjà existants. Ça limite le consensus. Donc, certains se sentent exclus. Et lorsqu'ils disent il y a exclusion, ils ne sont plus disposés à examiner avec sérénité. Mais il y avait une charte des partis politiques qu'ils ont tous voté à l'Assemblée nationale pour créer désormais de grands ensembles. Ce n'est plus des partis politiques, en tout cas des regroupements de familles, de collectivités, d'amis, d'associations, etc., mais de grands rassemblements pour en faire désormais de grands partis politiques nationaux qui auraient des représentants partout, dans toutes les circonscriptions en tout cas. Et donc, ces partis qui ont en tout cas respecté les tests, reconnus, ce sont eux qui ont répondu, en tout cas qui étaient invités au dialogue. Tout à fait. D'accord. Donc il y avait déjà des conditions qui étaient prévues pour participer, à ce dialogue politique. Oui, pour participer à ce dialogue. C'est-à-dire que ce que je rappelle, c'est que tous les Béninois ne sont pas organisés en partis politiques, ne sont pas dans les partis politiques. La nécessité de restructurer l'espace politique était inévitable. Parce que nous sommes passés, autant que j'appelais tout à l'heure néocolonial, on n'avait pas 40 partis politiques. On avait essentiellement 3 ou 4 qui entraient dans des alliances diverses. Mais les 3 ou 4 là faisaient déjà beaucoup de dégâts dans le pays. Mettaient à mal l'unité nationale. Excitaient le régionalisme et l'ethnocentrisme. Étaient à la base de l'instabilité politique. Parce que, bon, on a parlé du PRPB, on a dit parti unique, parti dirigeant. On ne s'est pas étendu là-dessus. C'était une nécessité du moment. Parce qu'on ne pouvait pas continuer avec une multiplicité de partis qui divisent le pays, créent l'instabilité politique et opposent les populations d'une région à l'autre. Donc, volonté d'unité nationale, volonté d'unifier notre pensée, notre action pour aller de l'avant. C'est ça qui a donné le PRPB. Bon, si la crise nationale qui s'est installée et la conférence nationale a montré que cette option-là ne marchait plus et a proclamé le multipartisme intégral, ce n'était quand même pas pour qu'on en arrive à 300 partis et formations politiques. D'accord. Parce que ça, là, c'est le délitement du tissu national, c'est de la pagaille. Et donc, une réforme s'impose. Bon. Maintenant, le rythme de la réforme, la méthode pour y conduire les Béninois de manière que les uns et les autres ne se sentent pas mis à l'écart. Ça là, je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment étudié cette question du rythme et de la méthode. Le fait, c'est que certains se sont sentis exclus et continuent de considérer qu'ils ne sont pas intégrés. Ils se sont sentis exclus et continuent de nier la légitimité de l'Assemblée que nous avons élue et qui a adopté la nouvelle Constitution et sa légalité. Ça là,
c'est dommage Aujourd'hui, que nous en soyons. Aujourd'hui, la question qui se pose, là où on en est aujourd'hui, Oui. c'est clair, c'est fait. Il y a désormais une nouvelle constitution, M. Timothée, et des réformes. Parce que tous les Béninois, depuis le général Mathieu Kérékou, en passant par le président Boniyaï, jusqu'au président Talon, qui lui aussi a échoué par deux fois avant d'obtenir, avant de trouver le mécanisme nécessaire pour apporter pour faire cette modification de la Constitution. Aujourd'hui, on en est là parce que tout le monde est d'accord qu'il faut des réformes. Il faut reformer, en tout cas, notre système politique partisan aussi. Alors, aujourd'hui, on en est là. Est-ce que nous allons rester là, à attendre que chacun tire le drap de son côté, que des intérêts des gens luttent pour des intérêts? Est-ce qu'il ne faudrait pas aller, de main forte peut-être, aller plus vite et pour, en tout cas, trouver des solutions qui minent ce pays? C'est ça. C'est-à-dire, pour moi, Oui. qui ai fait l'expérience du PRPB Oui. et qui a, comment appelle-t-on, assumé son échec, je ne peux rien espérer de mieux que, malgré nos divergences, on sache s'en tenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est que on sauvegarde l'unité nationale. Et que dans ce contexte mondial et régional si compliqué, nous ne cultivions pas les rancœurs, qu'on ne continue pas à tirailler pour ouvrir sur nous les portes de l'enfer qui, aujourd'hui, sont entretenues par une géopolitique du chaos mise en place et entretenue par les puissances d'argent qui ne voient pas la nécessité d'un monde nouveau où l'humanité se concentre sur les problèmes globaux, les problèmes qui dépassent les pays et les divisions en classes, les problèmes environnementaux, comment on appelle ça, les pandémies, le problème du chômage des jeunes générations qui n'épargnent aucun pays. Ce sont sur ces problèmes-là que l'attention des peuples et de leurs dirigeants doit être polarisée. Les Européens ont compris que pour y faire face, ils doivent être unis. Ils ont créé l'Union européenne. En Asie, la Chine, qui a reformé son système économique tout en maintenant la direction du Parti communiste chinois, est devenue une puissance qui discute la première place aux États-Unis. L'Afrique est courtisée par tout le monde. Rencontre Chine-Afrique, rencontre Europe-Afrique, rencontre Japon-Afrique. Oui. Mais ça veut dire que nous avons quelque chose qui intéresse les autres. Mais nous n'arrivons pas à nous unir autour de nos problèmes fondamentaux pour compter, pour que notre continent compte avec les autres sur un plan d'égalité. Dans nos pays, nos dirigeants n'ont pas cette préoccupation de la marche en avant de l'Afrique globale. Nous restons dans nos micro-États et même la recherche de l'unité nationale au sein des micro-États est un peu comme laissé pour compte. Chacun, avec son groupe, veut prédominer dans l'appareil, contrôler l'administration publique. Puisque nous sommes en politique. Pardon? Puisque nous sommes là, c'est le jeu politique.
Oui, le champ politique, mais ça doit être dans l'intérêt général de la nation. Oui. Si nous voulons contrôler l'administration nationale pour la mettre au service de nos groupes d'intérêt, là, il y a quelque chose de dévoyé qui, dans son évolution, va créer un crash national. Donc, les problèmes de l'économie nationale aujourd'hui, en Afrique, dans l'intégration africaine, le rôle que l'OUA a joué dans la libération politique, l'Union africaine doit avoir les mêmes préoccupations aujourd'hui pour créer une économie africaine intégrée qui tienne compte des spécificités des différents États et qui permette au continent de compter parmi les autres. Parce que les autres, dans leur unité, ont de grands marchés. Nous autres, nos micro-États avec nos petites économies, contenues dans les limites des frontières, ça ne peut pas nous permettre d'aller de l'avant. Donc, l'Union africaine a fait sur le plan économique ce que l'OUA avait réussi sur le plan politique, en libérant le continent, en faisant en sorte que tous les pays africains pratiquement aient au moins leur indépendance nominale. Bon. Et à l'intérieur de notre pays, si nous voyons ces grands enjeux-là, notre effort pour plus de consensus doit être intensifié. Nous ne devons pas dire, nous sommes dans l'opposition, nous voyons tout ce qui se fait en mal, nous sommes au pouvoir, nous ne voulons pas faire de concessions aux autres. Si nous restons sur ces positions de division entretenue et d'opposition sans concession, nous faisons du mal à notre pays. Bon, moi, c'est un peu ce que je sens, parce que j'ai été militant du PRPB. Et la conférence nationale, depuis 30 ans pratiquement, je n'ai aucune prétention à occuper une position politique, mais je reste béninois et les questions du pays m'interpellent autant que tous ceux qui peuvent être les acteurs de la politique aujourd'hui. C'est dans la mesure où je sens que ce qu'ils proposent correspond à l'intérêt national que je suis prêt à soutenir, à accompagner. N'est-ce pas? Bon. Mais je ne supporte pas cette ambiance de... On se tourne le dos. La politique de la chaise vide, ou bien l'abandon, le refus de participer, d'assister, de venir à la table de discussion. On se guette au tournant. Oui. Je voudrais souhaiter que nos compatriotes surmontent un tant soit peu ce culte de soi et de son groupe. Qu'on pense davantage au pays, à la nation, et qu'on ne ménage aucun effort pour un minimum de consensus national autour des grands problèmes du pays. Alors, merci à vous, M. Tchongjen. Est-ce à dire, selon vous, cette nouvelle constitution, c'est vrai, même si vous n'avez peut-être pas encore eu la chance de la lire de fond en comble, déjà quelques points évoqués dont on a parlé tout à l'heure, est-ce que, selon vous, dans son ensemble, ça permettra quand même au pays d'avancer? Puisque désormais, il y a l'opposition, l'opposition sera reconnue officiellement, financée officiellement, ils pourront parler officiellement sans être inquiétés, sans être primés. Tout ceci, c'est quand même des réformes intervenues dont on n'avait pas, qui n'existaient pas aujourd'hui. C'est quand même là. Est-ce que vous ne pensez pas que cela pourra, en tout cas, donner une certaine visibilité à notre pays désormais, puisque il y a une nouvelle donne? Tout à fait. C'est ce que je souhaite.
Ce que je souhaite, c'est que ça donne une nouvelle visibilité à notre pays. Mais le succès d'un test ne dépend pas seulement de son harmonie interne. Ça dépend beaucoup des hommes chargés de l'appliquer et des méthodes d'application. C'est pourquoi je dis, il serait bon que, même si nous considérons que nous n'avons pas participé à ce qui est retenu, à sa consécration, nous puissions étudier avec un cœur apaisé et que nous espérions que progressivement les conditions vont s'améliorer, qu'on soit toujours animé de la volonté d'unité, au moins pour faire un pas en avant. Je reste animé d'espoir et je souhaite le meilleur pour notre pays. Merci à vous, Monsieur Tchonchen. C'est ce qui veut dire quoi, si je dois interpréter peut-être votre dernière phrase, c'est-à-dire quoi, tout ce qui est fait, cette nouvelle constitution qui a été déjà promulguée, il faut passer à son exécution, à son application pour voir où est-ce que ça va nous amener, ce que ça peut apporter, puisque, vous l'avez dit au départ, aucun test n'est éternel. Oui, ça, c'est clair. Aucun test n'est éternel. La vie change et les changements de la vie imposent de nouvelles mentalités. Très bien. Et puis, puisque la conférence, je dirais la constitution du 11 décembre 90, c'est 30 ans après, sinon presque 30 ans après, on l'a mis en application, on a noté les insuffisances, et là, on a décidé de modifier. Est-ce que nous n'allons pas nous demander, nous, Béninois, c'est-à-dire de s'approprier de ce qui est fait et de chercher à voir dans l'évolution du temps ce qui peut être corrigé plus tard? À mon avis, c'est la position la plus sage. Que je dise, moi, je refuse ce qui est, parce que ce n'est pas mon émanation, parce que je n'y ai pas été associé, cela, ce n'est pas réaliste et ce n'est pas sage. Et ça ne sert pas l'intérêt du pays. Il est possible que, même s'il y a des imperfections aujourd'hui, demain ces imperfections trouvent des modifications, des corrections. Bon. Je n'ai pas parlé de la chefferie traditionnelle. Traditionnelle qui oui, bon, par rapport à ça, oui. Je dis franchement que j'ai des réserves. Et quelles réserves avez-vous? J'ai des réserves. Je ne sais pas ce que ça va donner. Oui. Parce que notre pays a connu une époque des royaumes. Ces royaumes n'étaient pas 1000. Aujourd'hui, chacun crée dans son coin un royaume. Même si c'est comme des gens sans terre. C'est-à-dire, je crée un royaume, je suis roi. Où est mon territoire? Bon, quelle est ma sphère d'influence? Ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que moi, je sois intronisé roi. Bon, comment est-ce que ça va être géré? Bon, comme la Constitution prévoit une place, certainement qu'ils vont étudier comment ça va se faire. Les tests vont établir ça, tout ceci. Oui. Bon. Le quota pour les femmes. Oui, le rôle des femmes dans la nation ne peut pas être minimisé. Ce rôle ne peut pas être minimisé. S'il y a un quota, tant mieux. Mais bien entendu, les femmes peuvent faire mieux. Ce qui limite la participation des femmes à la vie politique, c'est les charges de la famille. Leur rôle dans la famille, l'éducation des enfants. Nous, on est dehors. Lorsque, pendant la Révolution, il arrivait que on reste au travail. Il est 19h, vous êtes prêts
à sortir, à fermer le bureau, un dossier arrive à 19 heures, vous êtes obligé de rouvrir votre bureau, de vous asseoir pour l'étudier, faire les propositions adéquates pour l'autorité, pour qui de droit. Vous ne pouvez pas laisser le dossier et aller dormir. Parce que si vous le faites et que dans la nuit, la situation est évoquée à un développement défavorable, quelle explication vous donnerez? Ça veut dire qu'en ces moments-là, on avait des vies de famille. On n'était pas proches de nos familles. C'est nos femmes qui sont à la maison. Bon, si pendant que nous on fait ça, elles aussi sont dehors, à qui on laissera les enfants et leur suivi? Donc, c'est-à-dire que la condition des femmes, leur libération pour une plus grande participation à la vie politique, tient compte aussi du règlement des problèmes de la famille. Les problèmes sociaux de la famille. L'école pour tous. Les crèches, les jardins d'enfants. Et le suivi médical, ainsi de suite. Il y a un certain nombre de dispositions qui permettent à la femme, tout en restant la mère de la famille, de ne pas être écrasée par ces charges-là et de pouvoir participer à la vie associative. Donc qu'il y ait un quota, c'est bon. Mais il faut en même temps qu'on regarde les conditions de vie de la femme pour améliorer ces conditions de travail et d'existence, de telle manière qu'elle se sente libérée de ce qui l'entrave aujourd'hui pour participer largement à la vie politique du pays, domaine dans lequel elles ne sont pas moins intelligentes que les hommes. Et là, nous pouvons peut-être affirmer que le gouvernement, l'actuel gouvernement, y a pensé, puisque le budget exercice 2020 a donné une part, c'est-à-dire assez importante aux actions sociales en direction de la couche sociale des citoyens. Alors, Monsieur Kodio Pierre Tchonché, c'est avec plaisir que nous vous avons écouté tout le temps. Alors, s'il faut donner des conseils, d'abord aux partis politiques, parce que vous avez été dans ce pays un grand acteur politique, aux partis politiques, au regard de ce qui se passe aujourd'hui, que diriez-vous? Alors, aux partis politiques, aux gouvernants d'aujourd'hui et pourquoi pas à la jeunesse aussi. À la jeunesse. Oui. Qu'est-ce que je dirais? Oui. D'abord à la jeunesse. À la jeunesse. Oui. Notre jeunesse a joué un rôle important dans le passé de notre pays, dans l'avènement de la révolution du 26 octobre. Elle était une force d'avant-garde. Bon, aujourd'hui, les conditions de vie de la jeunesse, conditions d'études, ces conditions sont beaucoup plus difficiles que ce que nous on a connu. Mon souhait, c'est que, mon appel aux jeunes, c'est qu'ils ne désespèrent pas. Que ceux qui sont dans les écoles et à l'université continuent de considérer que ce que la nation attend d'eux, c'est d'étudier. De conquérir la connaissance et la compétence pour la servir. C'est leur mission. Les parents sont là et se sacrifient pour qu'eux, ils aillent étudier, qu'ils ne s'adonnent pas au désespoir et sombrent dans les chemins scabreux de la toxicomanie et de la délinquance. Je me félicite que on ne parle pas beaucoup de jeunes béninois qui vont se noyer dans la Méditerranée. Je prie que Dieu nous en préserve. Et que certains jeunes ne se laissent pas entraîner par les hommes politiques dans des manifestations ou bien dans des critiques. Ça surtout, notre responsabilité envers les jeunes, c'est de les informer de l'expérience que nous avons eue avec ces insuffisances
ses faiblesses, mais qu'on aille inciter les jeunes à la désobéissance publique, civique ou bien quelque chose là, à des actions anti-civiques, comment on appelle ça? Moi, je ne suis pas dans cette veine. Je n'accepterai de personne qu'il envoie mon enfant à l'abattoir pendant que lui, il se cacherait avec les siens. Je ne ferai cela de l'enfant de personne. Donc, c'est une question de responsabilité de notre génération vis-à-vis des jeunes. Et notre responsabilité, créer les conditions pour que eux, ils aillent plus loin que nous. Les conditions que vivent les jeunes aujourd'hui, les étudiants et autres, ne sont pas celles que nous avons connues. Moi, je suis fils de paysan. J'ai pu étudier, bien sûr, avec les maigres ressources de ma maman, mais si l'État n'avait pas créé des conditions favorables aux enfants venus des campagnes, je n'aurais pas atteint le modeste niveau de connaissance que j'ai aujourd'hui. La jeunesse est la prunelle de notre nation. Les responsables politiques doivent, de nuit et de jour, songer à l'amélioration de la condition de vie et de travail des jeunes. Une priorité. D'accord. Les partis politiques, je souhaiterais, nous sommes dans un contexte de multipartisme, mais le multipartisme, à mon avis, ne signifie pas on nie tout ce que l'adversaire a fait de bien. C'est-à-dire ce n'est pas le nihilisme. Dès que je ne suis pas là, tout ce qui se fait sans moi est mauvais. Je crois que cet esprit-là n'est pas constructif. L'unité nationale, le devoir, c'est-à-dire on doit surmonter le caractère des partis régionalistes. D'ailleurs, on a fini avec ça. Les partis de village. C'est fini là. Pour arriver à des partis nationaux construits autour de programmes déterminés. Et la formation des militants du parti. Formation politique, idéologique, administrative, pour développer leurs compétences au service de la nation. C'est l'obligation. Et je crois que si on fait un effort dans ce sens, on peut espérer que les nouvelles visions politiques nous permettent d'aller de l'avant. Mais nous ne devons pas oublier le panafricanisme. On ne peut pas se développer dans le territoire restreint du Bénin sans songer à l'intégration africaine sur le plan économique, sur le plan politique et autres. Nos décisions doivent tenir compte de cela et c'est aussi le rôle des partis de développer cette conscience panafricaniste au sein de leurs militants et de leur jeunesse. Très bien. Merci à vous, Monsieur Kodio Pierre Tchéonchen. Je rappelle que vous étiez instructeur politique. Vous étiez donc au Centre national d'éducation révolutionnaire du Parti de la Révolution populaire du Bénin, ancien directeur général adjoint de l'OETB, adjoint au chef du département du comité central du Parti de la Révolution populaire du Bénin, qui vous occupiez de l'idéologie, de la propagande, etc. C'est avec vous que nous avons parcouru l'histoire de notre pays. Et comme je vous l'avais dit, Monseigneur de Souza, en remettant le document, a prononcé cette phrase que j'aimerais rappeler. Vous avez posé un acte qui est juste, et qui est historique et dont le Bénin vous sera gré longtemps. Et c'est à cela que nous assistons aujourd'hui, puisqu'on en parle, on en parlera toujours. Entretien de ce dimanche avec M. Tchéonchen Kodio Pierre. Nous sommes donc à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis, M. Tchéonchen. Merci de répondre à notre invitation. Merci à ETV, à son équipe de journalistes et de direction. Oui. Je vous encourage dans la voie que vous avez choisie de faire connaître l'histoire de notre pays aux générations montantes pour
qu'elles en tirent les leçons et aillent de l'avant dans le développement de notre pays. Merci beaucoup. Merci à vous, donc, M. Tchionchien. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, d'être restés en notre compagnie ce dimanche. Dimanche politique continue sur ETélé. Merci et à dimanche prochain.